la nourrice. Elle était orpheline et servait dans les fermes. Saint-Martin et Saint-Jean d'été sont les deux termes où les gros métayers, au chef-lieu de canton, disputant et frappant à terre du bâton, viennent, pour la saison, louer des domestiques. À peine arrivait-elle en ces marchés rustiques qu'un fermier l'embauchait au plus vite, enchanté par sa figure franche et sa belle santé. Et les plus rechignés, comme les plus avares, lui prenaient le menton en lui donnant ses hards et lui payaient encore un beau jupon tout neuf. En effet, elle était robuste comme un bœuf, exact comme un coq, probe comme un gendarme. Sa tête, un peu commune, avait pourtant ce charme que donnent des couleurs, deux beaux yeux de 20 ans. De plus, toujours noués de foulards éclatants, ses cheveux se tordaient noirs, pesants et superbes. Elle savait filer, coudre, arracher les herbes, faire la soupe aux gens et soigner le bétail. La dernière à son lit, la première au travail, aux 1000 soins du jour empressés et savantes, c'était le type enfin de la bonne servante. Sage, qui sait, mais nul n'en m'y disait du moins. Ce n'est que l'autre été, quand on foucha les foins, qu'elle fut tout à coup prise d'un goût étrange, pour un assez beau gars, mauvais batteur en grange, qui courait les cafés et vivait de hasard, mais qui, 7 ans, avait servi dans les hussards. Tout fier d'avoir porté jadis la sabretache, il avait conservé la petite moustache, et ce certain air fat qui fait qu'on est aimé. Tout le village était par ce drôle opprimé. Au bal, c'était toujours pour lui les belles filles. Au billard, observant le choc savant des billes, un cercle d'amateurs éblouis l'entourait. Elle épousa ce beau tyran de cabaret, dont aucun paysan n'avait voulu pour gendre, et qui, lorsqu'à sa main elle parut prétendre, fit bien quelque façon, mais ne refusa pas, sachant les louis d'or cachés dans un vieux bas, et les rêvant déjà transformés en bouteilles. Toutes ces unions maudites sont pareilles. La noce, quelques nuits de brutal amour, la discorde au ménage au bout de 15 jours, l'homme se dégageant brusquement de l'étreinte pour retourner au vin quand la femme est enceinte. Les courroux que des mots ne peuvent apaiser, et le premier soufflet près du premier baiser. Puis la misère, et si l'événement fut pire, ce fainéant avait des instincts de vampire. Ce monstre, le jour même où sa femme accoucha, l'huissier ayant saisi le ménage, chercha le moyen d'exploiter encore sa femelle. Et quand il vit son fils mordant la mamelle, il se frotta les mains. Chose horrible, il fallut, pour sauver le vieux toit, la vache et le bahut, que la mère quitta son pays, sa chaumière, son enfant, les yeux clos encore à la lumière, et qui, dans son berceau, gémissait, l'innocent. Qu'elle vendit, hélas, son lait plus que son sang, et que, le front courbé par cet acte servile, douloureuse, elle prit le chemin de la ville. Elle avait bien d'abord refusé de partir, mais son homme montrait un réel repentir. Il pleurait, il avait juré de ne plus boire. L'hypocrite disait, un père, on peut le croire, plus un seul coup de vin. Quant au petit patron, je m'en vais dès demain le mettre au biberon. Et si monsieur n'est pas content de la cuisine, est-ce pour un seul fils que Jeanne, la voisine, a 2 seins? L'un des deux serait pour ton petit, et la mort dans le cœur, la nourrice partie. Oh, dans le noir wagon, l'horrible nuit passée, sur le dur banc de bois, dans un coin affaissé, comme il médita sur son sort anormal, ses pauvres seins gonflés de lait lui faisaient mal. Et là-bas, son enfant, éveillé dans sa couche, réclamait à grands cris et cherchait de la bouche ce giron où l'on boit la vie avec le lait, premier asile humain duquel on l'exilait. C'est ainsi qu'elle dut passer la nuit entière, tout en larmes, mettant la tête à la portière et buvant l'entrée l'air glacé du ciel noir, un peu pour se cacher, beaucoup pour ne pas voir. En face d'elle aussi,
plein de vin et de vices, un groupe de soldats revenant du service, et qui, par sa présence honnête mis en train, vociférait en chœur un immonde refrain. Le tout puant le cuir, la rame et le cigare. À Paris, un laquais l'attendait à la gare. Un coupé qu'emporte un cheval très fringant le conduisit devant un perron éclatant, où les autres laquais dirent « c'est la nourrice ». Dans une chambre mauve, adorable caprice de blonde, elle aperçut un berceau près d'un lit, et devant cet heureux spectacle, elle pâlit. En voyant cette jeune et jolie accouchée, blanche et sur le berceau de dentelle penchée, devant ce doux sommeil d'enfant s'extasier, elle crut voir le sien dans son berceau d'osier, pleurant près du lit d'un père sans vergogne, dans paille dort son lourd sommeil d'ivrogne. Elle prit le petit, qui but avidement. La mère souriait. Le père, en ce moment, survint et fit la moue en sentant l'atmosphère de la chambre. Il sortait, pour cette grosse affaire, des dossiers sous le bras en noir, un air subtil. « Ah, voici cette femme. Elle est fort bien, dit-il. Mariée, il paraît. Et son pays, Normande, près de Caen. Permettez cher cette demande. Le docteur n'est-il pas pour celle du midi? Croyez-vous? » Puis, riant de son rire étourdi, la mère dit « Pour peu que cela vous convienne, elle est brune, je veux la mettre en arlésienne. Le costume est joli, puis c'est la mode au bois. » Le père eut un léger sarcasme dans la voix, et, s'en allant, « Fort bien, amusez-vous, ma chère. » Comme elle sentait bien qu'elle était étrangère, et qu'elle allait souffrir dans ce monde nouveau, son nourrisson n'était ni bien portant ni beau. C'était un pâle enfant, pauvre vie éphémère, pauvre front condamné. C'est au bal que sa mère, dans une valse, avait reconnu son état. Dépitée, il fallut bien qu'elle s'arrêtât, en songeant quel ennui, 8 longs mois de sagesse. Et quand vint le moment d'avouer sa grossesse, l'homme, la bourse avait baissé probablement, ne trouva tout d'abord qu'un mot suspect. Vraiment? Mais rempli d'à propos, comme un joueur qui triche, il s'attendrit bientôt, sa femme étant très riche. Or la nourrice, ayant sans cesse l'embarras de l'enfant qui criait faiblement dans ses bras, et lui mordait le sein de ses lèvres avides, errait seule parmi les appartements vides, et, resté qu'au milieu du luxe des salons, comptait les jours d'exil qui lui semblaient si longs. Triste foyer. La mère était toujours en course. Le père était au cercle, au palais, à la bourse, et, quant à leur enfant, ils ne le voyaient pas, sauf quelquefois le soir à l'heure des repas. Le chef de maison, par pure bonté d'âme, s'écriait « Votre fils est fort joli, madame. » Puis, époux plein d'égards et sachant ce qu'il doit, il riait au petit et lui donnait son doigt. Mais madame bâillait, n'étant pas satisfaite d'une robe apportée alors pour quelque fête, et jugeant qu'on avait assez de l'avorton, disait « Il se fait tard, allez coucher Gaston. » Qu'importait cependant la pauvre nourrice, l'abandon désolant, la maison corruptrice, ce faible enfant malade et refusant son lait, les habits d'opéra comique qu'il fallait, par les jours de soleil, montrés aux Tuileries, les repas à l'office et les plaisanteries, la femme de chambre et des valets ailleurs. Pauvre mère, son âme était toujours ailleurs. Toujours elle suivait, hélas, par la pensée, sa lettre, la dernière au pays adressée. La réponse si lente et venant de si loin, et puis elle courait chez l'écrivain du coin, dont l'enseigne, chef-d'œuvre affreux de calligraphe, présente un Béranger tracé d'un seul paraphe. Enfin on répondait « L'enfant se porte bien, il profite, il grandit, il ne manque de rien. Mais il faut de l'argent, l'huissier gronde et réclame. » Elle baisait la lettre et, le bonheur dans l'âme, à l'époux qui mentait, dévouement incompris, de son dur esclavage elle envoyait le prix.
L'hiver revint, joyeux, grand dîner, bal, théâtre. Le nourrisson avait dit tout opiniâtre. Et sous son front ridé brillaient ses yeux trop grands. Bref, le pauvre chétif, un soir que ses parents étaient allés bailler à quelque opéra bouffe, eut un de ces accès trop longs dont on étouffe. Sa nourrice le vit expirer sur son sein. Puis la mère, en rentrant, trouva le médecin penché sur le petit cadavre déjà roide et confuse, ayant peur de paraître trop froide, fit, pour pleurer beaucoup, des efforts inouïs. Congédie alors avec quelques louis, et l'esprit inquiet de cette mort subite, la nourrice voulut revenir au plus vite, au fils qu'il pouvait allaiter aujourd'hui, à l'enfant campagnard qui se portait bien, lui. Oh, le voyageur que l'espérance abrège, que lui font le ciel gris, les champs vêtus de neige, et là-bas les bois noirs où volent les corbeaux. Tout, les arbres, les champs, le ciel lui semble beau. Le pays est plus près, le lieu d'exil recule. Dans un instant, sur la rougeur du crépuscule, ses yeux mouillés de pleurs verront se détacher la silhouette mince et noire du clocher. C'est le terme à présent de sa longue souffrance. Elle va voir son fils, enfin, aux délivrances. Le train s'arrête avec ses rudes chocs de fer. Mais pourquoi donc est-il si froid, ce soir d'hiver? Pourquoi le vent du nord gémit-il dans les branches? Pourquoi donc les fossés des mornes routes blanches, noirs et béants, sont-ils pleins d'une horreur sans nom? Pourquoi toutes ces voix qui semblent dire non, parmi ces tourbillons siffleurs de feuilles mortes? Pourquoi ces hurlements de gros chiens sous les portes? Pourquoi ce cher pays aimé de tant d'amour fait-il donc cet accueil hostile à ce retour? La voilà cependant au bout de son voyage. La nuit tombe, tout est désert dans le village. L'église au vieux portail dans la brume apparaît. Et près de là, voici l'eau du cabaret, d'où sort, vibrante et claire, une chanson bachique. Soudain la voyageuse a fait halte, tragique, bouche béante et comme allant pousser un cri. Car cette voix, c'est bien celle de son mari. Cette ombre profilée en noir sur les fenêtres, c'est la sienne. Il avait donc menti dans ses lettres. Il est toujours le même. Elle avait bien raison. Il boit, et le petit est seul à la maison. Le cerveau traversé d'une affreuse lumière, éperdu, il court en hâte à sa chaumière. La porte est entr'ouverte, elle entre, qu'il fait noir. Du feu, bien vite, et la malheureuse put voir, dans la chambre à présent sordide et démeublée, le reste du repas de l'ivresse attablé, le jambon qu'il mangea, la bouteille qu'il but, et dans l'ombre, parmi les choses de rebut, sale, brisée, couvert de toiles d'araignée, objet horrible aux yeux d'une mère indignée, et qu'on avait jeté dans ce coin sans remords, l'humble berceau d'osier du petit enfant mort. Elle tomba. C'était la fin du sacrifice. Et depuis lors, on voit à Caen, dans un hospice, tenant fixe sur vous ses yeux secs et brûlants, une femme encore jeune avec des cheveux blancs, qui cherche de la main sa mamelle livide et balance toujours du pied un berceau vide. Le petit épicier, c'était un tout petit épicier de Montrouge, et sa boutique sombre, au volet peint en rouge, exhalait une odeur fade sur le trottoir. On le voyait debout derrière son comptoir, en tablier, cassant du sucre avec méthode.
Tous les 8 jours, sa vie avait pour épisode le bruit d'un camion apportant des tonneaux, de harençaux ou bien des caisses de pruneaux. Et le reste du temps, c'était dans sa boutique, un calme rarement troublé par la pratique. Servante de rentier ou femme d'artisan, logeant dans ce faubourg à demi paysan. Ce petit homme roux, aux pâleurs maladives, était triste, faisant des affaires chétives, et comme on dit, ayant grand-peine à vivoter. Son histoire pouvait vite se raconter. Il était de Soissons, et son humble famille, le voyant à 15 ans faible comme une fille, voulut lui apprendre un commerce à Paris. Un cousin, épicier lui-même, l'avait pris, lui donnant le logis avec la nourriture. Et malgré la cousine, épouse avare et dure, au mystère de l'art il put l'initier. Il avait ce qu'il faut pour un bon épicier. Il était ponctuel, sobre, chaste, économe. Son patron l'estimait, et quand ce fut un homme, voulant récompenser ses mérites profonds, il fit prendre femme et lui vendit son fonds. Quand on trouve un garçon pareil, il faut qu'on l'aide, disait-il. La future était aisée et laide, mais ce naïf resta devant elle tremblant. Et quand il l'amena, blonde en costume blanc, la boutique aux murs noirs lui parut toute neuve. Or sa mère, depuis quelques mois, était veuve. Et vite il la chercher et lui dit, triomphant, « Viens donc, tu berceras notre premier enfant. » C'était déjà son rêve à cet homme, être père. Mais il ne devait pas durer, le temps prospère. Sa femme n'aimait pas le commerce. Elle était hargneuse, lymphatique et froide. Elle restait à l'écart et passait des heures dans sa chambre. Sa boutique ouverte au vent froid de décembre, lui ne pouvait bouger, mais ne se plaignait pas. Car sa mère, en bonnet et tricotant des bas, était là, toute fière de son fils et d'elle, tandis qu'il débitait le beurre et la chandelle. Donc il était encore satisfait comme ça. Mais, dans un mauvais jour, sa femme s'offensa. De ce qu'il ne fut pas seul comme elle, et l'épouse, vieille histoire, devint de la mère jalouse. Celle-ci comprit tout. Mon enfant, j'avais cru, lui dit-elle, pouvoir bien vivre avec ma bru. Mais à la fin, il faut que je le reconnaisse, je la gêne, et ne puis plaire à cette jeunesse. Je retourne à Soissons. Vois-tu, cela vaut mieux. Elle dit, de l'air doux et résigné des vieux, et partit sans pleurer, mais affreusement triste. Hélas, il n'avait pas ce qui fait qu'on résiste. Il consentit, devint plus morose qu'avant, et pria tous les soirs pour avoir un enfant, car c'était là son but, décidément. Ce rêve, cet instinct, ce besoin le poursuivait sans trêve. Il n'avait qu'un désir, il n'avait qu'un espoir, être père. C'était son idéal. Le soir, quand un noir ouvrier, portant un enfant rose, entrait dans sa boutique acheter quelque chose, soudain il se sentait plein d'attendrissement. Mais les ans passaient lentement, lentement. Il comprend aujourd'hui que ce n'est pas possible. Il partage le lit d'une femme insensible. Tous les deux, ils ont froid au cœur, froid aux pieds. Ah, les rêves aussi durement expiés allument à la longue un désespoir qui couve. Cet homme est fatigué de l'existence. Il trouve où de pareils dégoûts vont-ils donc se nicher, la colle et le fromage ignoble à toucher. Il est le vent coulé qui souffle de la rue. Il ne peut plus sentir l'odeur de la morue. Et ses doigts crevassés, maudissant leur destin, ont trop froid au contact des entonnoirs d'étain. Pourtant il brille encore un rayon dans cette ombre. Derrière son comptoir, seul, debout, le cœur sombre, quand il casse du sucre avec férocité, parfois entre un enfant, un doublon d'un, tenté par les trésors poudreux du petit étalage. Dans la naïveté du désir et de l'âge, il montre d'une main le bonbon alléchant, et de l'autre il présente un chou noir au marchand. L'homme alors est heureux, plus qu'on ne peut le dire, et tout en souriant, s'il voyait ce sourire, les autres épiciers le prendraient pour un fou. Il donne le bonbon et refuse le sou. Mais aussi, ces jours-là, sa tristesse est plus douce. S'il lui vient un dégoût coupable, il le repousse. Il rêve, il croit revoir sa mère qui partit. Soissons et le bon temps, quand il était petit.
pauvre être pardonne, il s'apaise, il oublie, et lent, casse son sucre avec mélancolie. Un fils, Alexis Orsa. Quand ils vinrent louer 2 chambres au 5e, le portier, un coup d'œil plein de mépris suprême, comprit tout et conclut. C'est des petites gens. Le garçonnet, avec ses yeux intelligents, était gai d'être en deuil, car sa veste était neuve. Vieille à 30 ans, sa mère, une timide veuve, sous ses longs voiles noirs cachait ses yeux rougis. Quand on apporta dans ce pauvre logis leur mobilier, il faut que du terme ils répondent. Le portier s'assombrit. C'est du tout petit monde, pensa-t-il. Néanmoins, leur humble logement était payé le 8 très régulièrement. Il corrigea son mot, du petit monde honnête. Mais quand il sut l'instant de leur coup de sonnette, il ne se pressa plus pour tirer le cordon. Par dignité, la veuve avait pourtant bon ton. Mais pour vivre, courait des leçons de solfège, à l'heure où son cher fils revenait du collège. Elle était de retour et faisait le dîner. Le dimanche, ils allaient souvent se promener, ensemble au Luxembourg, donnaient du pain aux cygnes et revenaient. C'étaient de ces misères dignes et qui, lorsqu'on leur veut montrer de l'intérêt, on fait par le sourire et garde leurs secrets. Ils pleurent aux voisins. D'abord froide, la loge désarma. Le concierge eut quelques mots d'éloge. Et quand, 6 ans plus tard, un soir, il était pris, que le jeune homme avait obtenu tous les prix, ce père, ému par tant de courage et de zèle, rêva ceci. Plus tard, pour notre demoiselle. Or, ce jour-là, tandis que le rhétoricien, radieux de l'orgueil de sa mère et du sien, pour la 20e fois lui montrait son trophée et l'embrassait, au point qu'elle était étouffée, lui parlant à genoux ainsi qu'un amoureux, et lui disant « Maman, que nous sommes heureux ». Elle prit les 2 mains de son fils dans les siennes, et tout à coup, laissant les douleurs anciennes, tout en même temps s'échapper de son cœur, à ce naïf, à cet heureux, à ce vainqueur, elle livra le mot de la science amère. Il apprit qu'il n'avait que le nom de sa mère, et qu'elle n'était pas veuve aux yeux de la loi. Elle gagnait sa vie à 20 ans, mais pourquoi laisser aller ainsi seule une jeune fille, la maîtresse des champs et le fils de famille, un drame très banal. Le coupable était mort, brusquement, sans avoir pu réparer son tort. Elle eût voulu le suivre en ce moment funeste, mais elle avait un fils, tu sais le reste. Voilà, depuis 16 ans, mon désespoir profond. Je n'ai plus de santé, mes pauvres yeux s'en vont. Tu n'as pas de métier et nous avons des dettes. L'enfant avait rêvé gloire, sabre, épaulette, un avenir doré, les honneurs les plus grands. À présent, il voulait gagner 1200 francs. Il consola sa mère. Il parla comme on prie. Tu sais, nous connaissons quelqu'un à la mairie. Il me fera nommer. C'est un chef de bureau. Ah, prouve qu'à 20 ans, j'ai un bon numéro. Mais oui, j'ai de la chance au jeu. Ne sois pas triste. Puis ce n'est pas pour rien que je suis un artiste, que je sais un peu jouer du violon. On peut faire un métier, du talent de salon. Je me sens un courage indomptable dans l'âme, tu verras. Mais ris donc, maman. D'abord, madame, je ne serai pas content que quand vous aurez ri. La pauvre heureuse mère, un sourire attendri, éclaira fugitif sa figure chagrine, puis, tendre, elle attira son fils sur sa poitrine, et le serrant bien fort, elle pleura longtemps. Le soir, quand il fut seul, l'enfant de 17 ans, en rangeant à côté des autres sur leurs planches, ses livres gaufres et d'or et tout dorés sur tranche, à ses rêves d'hier pour toujours dit adieu. Comme il l'avait prévu d'ailleurs, le reste eut lieu. Un emploi très modeste occupa sa journée, et la bonne moitié de sa nuit fut donnée à racler des couplets dans un café-concert. Car
car il avait raison, et pour vivre tout sert. Mais du jour où l'enfant accepta la bataille, il cessa tout à coup de grandir, et sa taille resta petite ainsi que son ambition. Quand le portier connut cette décision, offensé dans ses goûts d'homme aristocratique, il ne put retenir quelques mots de critique. Ces gens de peu, dit-il, ont des instincts trop bas. Ils voudraient s'élever, mais ils ne peuvent pas. Ce jeune homme pourtant donnait quelque espérance, c'est certain, mais voilà, pas de persévérance. Et dire que jadis mon épouse estima qu'il pourrait convenir un jour à notre Emma. Je souris quand je songe à ce projet folâtre. D'ailleurs, nous destinons notre fille au théâtre. Et le bon fils connut le spleen dans un bureau, le long regard d'envie à travers le carreau. Sur le libre flâneur qui se promène et fume, l'effect odeur du poêle à qui l'on s'accoutume, mais qui vous fait pourtant tousser tous les matins. Le journal commentait longuement les festins, de petits pains de seigle et de charcuterie, le calembour stupide et dont il faut qu'on rit, l'entretien très vulgaire avec le sentiment de chacun sur les chefs et sur l'avancement. Travail monotone, ennuyeux et futile, le dégoût de sentir qu'on est un inutile, et pour moment unique où l'on respire enfin, le lent retour d'un pas affaibli par la faim, que doit mal apaiser un dîner toujours maigre. En vieillissant, sa mère était devenue aigre. Son long chagrin, souffert avec tant de vertu, il faut bien l'avouer, trop longtemps s'est têtu. Le cœur subit 2 fois les douleurs qu'il faut taire. De plus, il allait mal. Enfin, son caractère, même à ses fessures, paraissait bien changé. Le repas était donc par lui-même abrégé. Il souffrait trop alors, pour lui comme pour elle, de l'avoir agité quelques vaines querelles, et toujours, le plus tôt possible, il s'en allait. À cette heure, au surplus, son devoir l'appelait dans le petit café-concert de la Barrière, où chaque soir, tenant son violon derrière, un pianiste, chef d'orchestre sans bâton, et non loin d'un troupier soufflant dans un piston, il écoutait, distrait, et sans les trouver drôles, la chanteuse fardée montrant ses épaules, le baryton barbu gêné dans ses gants blancs, et le pitre aux genoux rapprochés et tremblant, en grand faux col, faisant des grimaces atroces, et comptant au public charmé sa nuit de noces. Vers minuit seulement, enfin il se levait, rentrait, ouvrait parfois ses livres de chevet, mais, de lire n'ayant même plus l'énergie, il se couchait, afin d'épargner la bougie. Cela dura 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hélas, 15 fois quand revint la saison des lilas, dans la rue, il put voir, par les soirs de dimanche, les fillettes du peuple, en fraîches robes blanches, près du trottoir où sont les pères indulgents, jouer à la raquette avec les jeunes gens, tandis qu'il s'éloignait, toujours seul, le timide. Il ne passa jamais devant la pyramide, des bols à punch ornant le comptoir de café, où souvent il avait, au passage, observé de vieux garçons, amis des voluptés sans fièvre, brassant les dominos, la pipe entre les lèvres, qui s'appelaient mon vieux et caressaient leur chien. Il enviait leur sort, car tel était le sien. Gagner le pain du jour et le terme au trimestre. Dans les commencements qu'il fut à son orchestre, une chanteuse blonde n'y fut qu'à moitié, sur lui laissa tomber un regard de pitié. Mais il baissait les yeux quand elle entrait en scène. Puis, peu de temps après, elle passa la Seine et mourut toute jeune, en plein quartier Bréda. À vrai dire, il l'avait presque aimée et garda le dégoût d'avoir vu, chose bien naturelle, les acteurs embrassés et tutoyés par elle, et son métier, lui, fut plus pénible qu'avant.
Or, l'état de sa mère allant s'aggravant. Une nuit vint la mort, triste comme la vie. Et, quant à son dernier logis, il le suivit, en grand deuil et traînant le cortège obligé, des collègues heureux de ce jour de congé. Il rentra dans sa chambre et songea, solitaire. Il se vit sans amis, pauvre, célibataire, vieil enfant étonné d'avoir des cheveux gris. Il sentit que son âme et son corps avaient pris, depuis 20 ans, la lente et puissante habitude de l'ennui, du silence et de la solitude. Qu'il n'avait prononcé qu'un mot d'amour, maman, et qu'il n'espérait plus que son simple roman puisse augmenter jamais d'un plus tendre chapitre. Le jour, à son bureau, le soir, à son pupitre, il revint donc s'asseoir, résigné mais vaincu, et libre, il vit ainsi qu'esclave il a vécu. Même dans la maison qu'il habite, personne ne songe qu'il existe, et la nuit, quand il sonne, le vieux portier, il a 77 ans, et perd la notion des choses et du temps, se réveille, maussade, et murmure en son antre. C'est le petit garçon du 5e qui rentre. Petit bourgeois. Je n'ai jamais compris l'ambition. Je pense que l'homme simple trouve en lui sa récompense. Et le modeste sort dont je suis envieux, si je travaille bien et si je deviens vieux, sans que mon cœur de luxe ou de gloire s'affame, c'est celui d'un vieil homme avec sa vieille femme. Aujourd'hui bon rentier, hier petit marchand, retiré tout au bout du faubourg, près des champs. Oui, cette vie intime et digne du poète. Voyez, le toit pointu porte une girouette. Les roses sentent bon dans leur carré de buis, et l'ornement de fer fait bien sur le vieux puits. Près du seuil dont les 3 degrés forment terrasse, un paisible chien noir, qui n'est guère de race, au soleil de midi, dort couché sur le flanc. Le maître, en vieux chapeau de paille, en habit blanc, avec un sécateur qui lui sort de la poche, marche dans le sentier principal et s'approche, quelquefois d'un certain rosier de sa façon, pour le débarrasser d'un gros colimaçon. Sous le bosquet, sa femme est à l'ombre et tricote. Auprès d'elle, le chat joue avec sa pelote. La treille est faite avec des cercles de tonneaux. Sur le sable fin sautillent les moineaux. Par la porte, on peut voir, dans la maison commode, un vieux salon meublé selon l'ancienne mode. Même quelques détails vaguement aperçus. Une pendule avec Napoléon dessus, et des têtes de sphinx à tous les bras de chaise. Mais ne souriez pas, car on doit être à l'aise. Heureux du jour présent et sûr du lendemain, dans ce logis de sages observés du chemin. Là sont des gens de bien, sans regret, sans envie, qui font comme on fait leur père. Dans leur vie, tout est patriarcal et traditionnel. Ils mettent de côté la bûche de Noël. Ils songent à l'avance aux lessives futures et, vers le temps des fruits, ils font des confitures. Ils boivent du cassis, innocente liqueur. Et chez eux, tout est vieux, tout, excepté le cœur. Ont-ils tort, après tout, de trouver nécessaire, le premier jour de l'an et les anniversaires, d'observer le carême et de tirer les rois, de faire, quand il tonne, un grand signe de croix, d'être heureux que la fleur embaume et l'herbe croisse, et de rendre le pain béni à leur paroisse. Cela seul en raison qui, dans ce monde-ci, calme et dédaigneux du hasard, ont choisi les douces voluptés que l'habitude engendre. Chaque dimanche, ils ont leur fille avec leur gendre. Le jardinet s'emplit du rire des enfants, et bien que les après-midi soient étouffants, l'on puise et l'on arrose, et la journée est courte. Puis, quand le pâtissier survient avec la tourte, on s'attable au jardin,
déjà moins chauffé, et la lune se lève au moment du café. Quand le petit garçon s'endort, on le secoue, et tous s'en vont alors, baisés sur chaque joue, montés dans l'omnibus voisin, content hélas, et chargé de bouquets énormes de lilas. Merci bien, bonne chance. Merci bien, mes honnêtes, pour m'avoir l'autre jour donné ce rêve honnête, qu'en m'éloignant de vous mon esprit prolongeait, avec la jouissance exquise du projet. En province, la petite maison à mine sépulcrale, noire et basse, en plein nord, près de la cathédrale, quand j'avais visité la ville, m'avait plu, par son air clérical, discret et vermoulu. L'espalier de la porte avec ses quelques roses, qui, pâles, se mouraient le long des murs moroses. Le pignon vieux toit de tuiles surplombant, les 3 degrés du seuil, le trottoir et le banc, placé là tout exprès pour que le pauvre y dorme. L'ombre que sur le tout jetait l'église énorme, la rue où le gazon verdissait les pavés. Ces détails, plus complets qu'on ne les eût rêvés, me prouvaient qu'il fallait en effet que je vinsse pour voir cette maison dans ce coin de province. Causant de ce logis à des voisins, j'appris qu'il était habité, moyennant un bas prix, et depuis fort longtemps, par une vieille fille extrêmement dévote et d'ancienne famille. Or, étant un flâneur et passant très souvent devant cette maison au parfum de couvent, n'allez pas croire au moins qu'à dessein je le fisse. Vers midi, c'est-à-dire fineur après l'office, tous les jours, excepté les dimanches, je vis, à cet angle que fait la place du Parvis, avec la vieille rue en question, paraître et venir lentement un grand et maigre prêtre, en tricorne, portant son gros livre à fermoir, proprement recouvert d'un morceau de drap noir. Il s'approchait, pensif, de la vieille masure, mais avec l'air tranquille et la démarche sûre qu'on a lorsqu'on se livre des soins réguliers. Il s'arrêtait au seuil, grattait ses lourds souliers, frappait un petit coup qu'on entendait à peine, et, vif, dès que la gâche avait jailli du pêne, entrait et refermait doucement après lui. J'étais seul en province et m'ennuyais. L'ennui rend maussade et vous fait céder aux injustices. Et voici que déjà, sur ces faibles indices, j'avais un roman noir et bête tout trouvé. Une dévote avare, un testament couvé, des parents sur la paille, enfin, toutes les suites d'une menée affreuse et sourde de jésuites. On devient quelquefois un voltairien fieffé, pour un rien, pour avoir lu le siècle au café, et comme il est toujours pénible de se taire, quand on pense tenir la moitié d'un mystère, je m'informai. Ce fut bien fait pour moi, vraiment, qui rêvait d'appeler un juste châtiment sur quelque tortueuse et sombre stratégie, car on ne me conta qu'une simple élégie, dont il me fallut être ému, bon gré mal gré. Au retour des Bourbons, un vieux noble émigré vint, ainsi que le fait un homme qui s'installe, louer cette maison dans sa ville natale. Railleur et n'ayant plus les antiques respects, il ne s'était enfui que lorsque les suspects furent enfin inscrits sur la fameuse liste. Car il était resté très ardent royaliste et partisan fougueux des orgueils du vieux temps. Quand il revint avec une enfant de 8 ans, la fille et son fils, hélas, une orpheline, ce fut triste. Il était sans laquais ni berline, seul, à pied portant ce fardeau sur les bras. Mais, sceptique, il avait prévu les rois ingrats,
et décemment râpé, sans misère apparente, il vécut dans un coin d'une petite rente, écrivant par loisir un traité de blason. Il avait justement choisi cette maison, parce que, d'un côté, triste, inhospitalière, avec ses murs verdis et son toit noir de lierre, elle convenait fort à son âpre dédain, et qu'elle avait, derrière, un carré de jardin où, sous un frêle arceau de jaune capucine, dérobé au regard des fenêtres voisines, l'enfant pouvait jouer au soleil, dans les fleurs. Comme il n'espérait pas revoir des jours meilleurs, que son nom fameux, vieux comme la bannière de Saint-Denis, c'était cet enfant, la dernière, qui devait, fille pauvre et sans dot, le porter. Qu'une mésalliance était à redouter, pour elle cet été avait rêvé le cloître. Aussi souriait-il, plus calme, en sentant croître dans ce cœur virginal le lys pur de la foi. D'autre part, il aimait son fauteuil, son chez-soi, trouvait l'office long et l'église glacée. Et l'unique servante était bien trop pressée pour conduire l'enfant pieuse qui voulut, bientôt entendre messe et vêpres et salut. À cette époque-là, venait chez ce vieux noble, qui possédait encore quelques champs, un vignoble, près d'une métairie, à l'ombre des pommiers. Un garçon de 16 ans, le fils de ces fermiers qui, jugé trop chétif pour la vie ordinaire de la campagne, était élève au séminaire. Un beau jour, ce petit paysan fut chargé, par l'aïeul, le dimanche étant jour de congé, de se rendre à l'église avec la demoiselle et de la ramener après cela chez elle. On l'en récompensait par sa place au repas et par l'accueil. C'était tout simple, n'est-ce pas? Cet humble protégé, collégien rustique, pouvait, à la rigueur, servir de domestique, bien que, pour être prêtre, il apprit le latin. Depuis lors, les enfants, le dimanche matin, côte à côte et prenant toujours la même place, sous le vitrail en feu de la grande rosace, s'asseyait dans la nef profonde et priait Dieu. La petite fillette était vouée au bleu, toilette qui sied bien aux couleurs enfantines. Et tous ses vêtements, chapeaux, robes et bottines, comme son âme, étaient de la couleur du ciel. Quant au pauvre garçon, le noir officiel et les habits de drap, à coupe droite et triste, pouvaient lui donner l'air un peu séminariste. Mais chez les bonnes gens qui prenaient le chemin de l'église et voyaient, se tenant par la main, passer les deux enfants avec leur collage, c'était des hochements de tête et des éloges, de leur regard brillant de douce piété. Seulement ils étaient d'une timidité extrême et rougissaient beaucoup quand, sur leur route, un passant, étranger à la ville sans doute, parlait d'eux, les prenant pour le frère et la sœur. L'un et l'autre, ils goûtaient vaguement la douceur pénétrante que donne à l'habitude prise la province où la vie est monotone et grise. Pour la triste orpheline et l'écolier captif, chaque dimanche était un moment fugitif, fait de calme harmonie et de parfum de fête, où, vibrantes de foi candide et satisfaites, leurs deux voix se mêlaient dans tout ce qu'il y a d'allégresse à chanter les blancs, alléluia. Ils se sentaient égaux devant Dieu. La prière, entre eux, avait détruit à jamais la barrière qui, pour la loi du monde, encore les séparait. Et leurs deux cœurs s'étaient réunis en secret, par un de ces liens qui toujours se resserrent. Naïf, il grandissait, et 5 ans se passèrent, sans que rien fût changé du train habituel. Tout en or, tout en noir, selon le rituel, et lançant vers le ciel son chant mélancolique, ou son cri triomphal, la pompe catholique, seule, pendant 5 ans, charma leur cœur nouveau. Les marguilliers, les gens d'église, les dévots, qui font la révérence à toutes les chapelles, chérissaient comme leur ces deux enfants modèles qui jouissaient près d'eux, sans se le définir, du bonheur de se voir,
et de se réunir. Car si chez eux encore les doux rêves mystiques qui s'exaltent parmi l'encens et les cantiques avaient retardé l'heure où le désir naissant de l'enfant étonné fait un adolescent, déjà leur âme était inquiète et subtile. Ce qu'ils eussent jadis trouvé simple ou futile les laissait à présent très souvent timorés. Ils se troublaient. Un jour, ils étaient demeurés, lui, la rougeur au front, elle, tout interdite, en effleurant leurs doigts humides d'eau bénite, de s'être dit, tous deux à la fois, prenez-en. Elle avait oublié qu'il était paysan. Il avait oublié qu'elle était demoiselle. Mais, bien qu'il redoublât d'humbles soins et de zèle, il ne lui donnait plus la main comme autrefois, quand il la conduisait à l'église, et sa voix tremblait en lui parlant de choses très vulgaires. Un dimanche matin, il ne s'attendait guère que son destin allait dater de ce jour-là. Ainsi qu'il en avait l'habitude, il alla chercher la jeune fille à l'heure accoutumée. La porte, qu'il trouvait d'ordinaire fermée, malgré le froid d'hiver, s'ouvrait sinistrement. Inquiet, il crut voir comme un pressentiment ce logis béant au vent noir de décembre. Et, songeant à l'aïeul, monta jusqu'à sa chambre. Mais pour s'arrêter court sur le seuil, en tremblant, car il vit le vieillard, pâle sur le lit blanc, râlant, les yeux grandis par les suprêmes fièvres, et qui disait, serrant cruellement les lèvres, à sa fille courbée et pleurant sur sa main, « Plus de larmes, sans que je mourrai demain. » Ah, c'est chez nous l'usage ordinaire, ma fille, que, s'il meurt dans son lit, le chef de la famille, du plus proche héritier exige le serment de maintenir le nom toujours plus fièrement. Je te crois fort assez pour subir ces épreuves, car celles de ton sang, toujours qu'elles sont veuves, de quelques batailleurs mis à mal n'importe où, prennent sa lourde épée et la pendent au clou, et n'ont plus d'autre croix pour dire leurs prières. Pour toi, tu restes fille, enfant, et la dernière de la race. Et bien donc, sois-en digne et promets de garder le vieux nom vierge et pur à jamais. Si tu ne prends l'habit, point de mes alliances, et faisant le serment pour qu'avec confiance je puisse me coucher dans la paix du cercueil. Alors la jeune fille, entendant sur le seuil un faible bruit, tourna ses regards en arrière, y vit là son petit compagnon de prière qui, sans savoir pourquoi, mais désolé, pleurait. C'était un sentiment bien vague, bien secret, bien indécis, exempt de toute ardeur qui tente, fait d'amitié craintive et de langueur latente, qu'ils avaient jusque-là l'un pour l'autre éprouvé. Leur timide désir n'avait jamais rêvé, plus loin que le bonheur de prier côte à côte, par un jour de soleil comme à la Pentecôte, sous le même rayon, devant le même autel. Mais l'accent du vieillard moribond était tel qu'ils comprirent soudain que, pour toute leur vie, l'espérance de vivre ensemble était ravie. « Eh bien, petite, dit le vieillard irrité, j'obéirai, dit-elle avec simplicité, et comme promettant une chose ordinaire. Tout était dit. Après 5 ans de séminaire, le jeune écolier fut tour à tour tonsuré, ordonné prêtre, puis enfin nommé curé, d'un village lointain choisi sur sa demande. Il semblait avoir mis une hâte très grande à prononcer lui-même un éternel serment. Ce n'est que devenu vieux, assez récemment, qu'ayant réalisé son petit patrimoine, il s'est laissé nommer dans sa ville chanoine. Là, depuis son retour, vite le bon abbé, dans l'ancienne habitude, est de nouveau tombé, et d'un logis bien cher a retrouvé la route. Certes, quand il vient lentement, il se doute qu'on entend de très loin son pas sur le pavé, et que,
près du rideau faiblement soulevé, un regard amical le voit venir et guette. Mais il n'a pas encore osé lever la tête, depuis 4 ans qu'il fait tous les jours ce chemin. Et quand il est entré, son missel à la main, dans le salon étroit et suranné de celle qui, par vieil usage, il dit « la demoiselle ». Toutes les fois, il feint de croire à l'air surpris qu'à son aspect, soudain, la douce fille a pris, et qu'il la trouble au point que sa voix en hésite, dans son remerciement de la bonne visite. En deuil, ayant gardé ses beaux yeux clairs et doux, et délicatement flattant sur ses genoux, le pelage soyeux de sa chatte endormie, tel, chaque matin, il voit sa vieille amie, devant laquelle il reste une grande heure ici, lui faisant, d'un ton bas, quelques simples récits, sans que jamais en eux un geste, un rien dénote, plus qu'une affection de vieux prêtre à dévote. Et lorsque du sujet honnête et puéril, entretien suivit tout doucement le fil, sans un mot qui s'émeut, sans cordiale étreinte, comme si la mémoire en eux était éteinte, du sacrifice fait jadis à leur devoir, ils échangent enfin très faibles. Au revoir. Pourtant il faut qu'ils luttent et qu'ils se contiennent, car même redoutant l'effusion chrétienne, où l'on doit se nommer un instant frère et sœur, elle n'a jamais pris l'abbé pour confesseur. Émigrant. Il fait nuit, et la voûte est ténébreuse où monte, par la sonorité du bâtiment de fonte, le jet de vapeur blanche au sifflement d'enfer. Hennissement affreux du lourd cheval de fer, qui vient en reculons et lui-même s'attelle, avec un bruit strident d'enclume qu'on martèle. Au long train des wagons béants le long du quai, attirés par ce bruit de fer entrechoqué, de pâles voyageurs, aux figures chagrines, regardent, en collant leur front las aux vitrines, les machines qui vont les entraîner si loin, chacun d'eux sans le dire à l'autre, dans son coin, se sentant envahir par l'effroi taciturne qui nous prend au début d'un voyage nocturne. Un départ est toujours triste, mais ce départ semble vraiment empreint d'une tristesse à part. D'abord, c'est un convoi de pauvres, règle austère, qu'ils s'en aillent en voyage ou qu'ils s'en aillent en terre, vivant ou mort, le pauvre a sa voiture à lui. Puis, ceux-là qui vont habiter aujourd'hui, pendant toute une veille, en ces sombres voitures, qui devront endurer, tremblantes créatures, le froid de l'insomnie, le froid de l'hiver, que l'on jettera demain près de la mer, devant les paquebots couverts de voiles blanches, dont ils devront franchir le passage de planches, pour trouver encore la nuit des entreponts. Ces paysans, honteux de passer vagabonds, que soutient à peine un espoir chimérique, ce sont des immigrants qui vont en Amérique. Voilà de bien longs jours déjà qu'ils sont partis, le père tout chargé de paquets d'outils, la mère avec l'enfant qui pend la mamelle, et quelques autres marmots qui traînent la semelle, et la suit, fatiguée, s'accrochant au jupon. Le fils avec le sac au pain et les jambons, et la fille en portant sur son dos la vaisselle. Heureux ceux qui n'ont pas quelques vieux qui chancellent et qui grondent et qu'on a, s'effarant, après soi. Pourquoi donc partent-ils, ces braves gens? Pourquoi s'en vont-ils par l'Europe et vers le Nouveau Monde, étonnés de montrer leur douce pâleur blonde et la calme candeur de leurs tristes yeux bleus sur les chemins de fer bruyants et populeux? C'est que parfois la vie est inhospitalière. Longtemps leur pauvreté naïve, pure et fière, en plein champ, près du pot de grès et du pain bis, à lutter, n'arrachant que de maigres épis, à la terre trop vieille et devenue avare. Car il leur fut ingrat, implacable et barbare, ce vieux sol paternel, ce sol religieux, où parfois, comme un don laissé par les aïeux, leur pioche déterre un peu d'or ou des armes, et que leur front baignait de sueur et de larmes. Tristes et patients, longtemps ils ont lutté contre son inertie, sa stérilité, mais vainement. Alors, la vie étant trop chère, pour qu'ils puissent laisser une année en jachère, ce sol qui refusait toujours de les nourrir, ils ont vu qu'il fallait s'en aller ou mourir. Et tous, pleins de regrets des récoltes futures,
Ils sont partis vers les lointaines aventures. Oh, comme je les plains, les humbles, les petits, tous ceux-là qui sont nés, qui vivent blottis, timidement autour d'un clocher des villages. Ce cœur tient bien mieux que l'ancien vaselage et que tous les vieux jougs du monde féodal, l'étroit et tendre amour de leur pays natal. Ceux-là que le galop d'un voyageur étonne, qui sentent que le vrai bonheur est monotone, qui ne veulent pas d'autre sort que le sort de leur père, dès qui la naissance et la mort s'inscrivaient, c'était tout, aux marges d'une Bible. Quand il leur faut quitter la masure paisible, le foyer près duquel leur enfance a rêvé, et le champ que leurs bras virils ont cultivé. Quand ils s'en vont, tirant, poussant la charrette, et jetant un regard suprême et qui regrette, à mille objets qui sont pour eux de vieux amis. Pâturage avec les grands bœufs endormis, au vieux pont, à l'auberge en face de l'église, à l'enseigne où le grand Frédéric prend sa prise, au lavoir plein du bruit des linges que l'on bat. Oh, qu'il doit se livrer un lugubre combat, dans leur âme déjà se sentant orpheline. Tandis qu'ils voient grandir ces lointaines collines, où naguère pour eux le monde finissait, et qu'ils songent avec amertume que c'est la terre maternelle et dont vécut leur race, la terre qui devient marâtre et qui les chasse. Encore si l'avenir était riant pour eux, et s'ils étaient certains d'un lendemain heureux. Mais ils n'ont presque pas d'espoir qui les soutienne. L'Amérique n'est plus cette jeune indienne, souriante en son île au milieu des roseaux, et couronnant son front de plumage d'oiseaux, tel qu'ils l'ont rêvé autrefois à l'école. Pour eux, durs ouvriers du labeur agricole, ce qu'ils comptent trouver là-bas, c'est seulement la forêt monstrueuse au noir tressaillement, où, rampant et glissant, la hideuse famille de la nature vierge et féroce fourmille. C'est la bataille avec la hache, avec le pic, contre les troncs noueux et les rochers à pic. C'est le miasme lourd du terrain noir et riche, qu'en grelottant de fièvre, avec rage, on défriche. Les grands feux dans les bois et les nuits sans repos, où l'on voit scintiller autour de ces troupeaux, dans l'ombre, les yeux d'or des jaguars et des onces. C'est la bêche tranchant les serpents et les ronces. Enfin, comme un bonheur qu'on n'ose pas prévoir, et si Dieu plus clément daigne un jour s'émouvoir, des cantiques chantés en chœur sous les étoiles. C'est, après le sommeil frileux entre deux toiles, et les maigres soupers de lard et de biscuits, la famille restait encore entière, et puis, de gai et longs repas, par les soirs de dimanche, devant une moisson, près d'un logis de planches. Pour l'instant, du trop long voyage tout meurtri, dans cette gare, en haut d'un faubourg de Paris, ils attendent, muets du regret qui les navre, le convoi qui les doit jeter au quai du Havre. Comme on n'a pas pour allumer de quinquet, on croit qu'ils dormaient tous, penchés sur leur paquet, dans la salle au long banc, sombre comme une geôle. Mais l'époux qui soutient, là sur son épaule, une tête de femme où son clos de 12 yeux promène autour de lui des regards anxieux. Mais la mère est en proie au présage funèbre qui cache sous ses mains jointes, dans les ténèbres, des fronts d'enfants serrés contre elle avec terreur. Mais il pâlit, ce jeune et triste laboureur, qui sent, en la serrant sous la sienne pressée, frissonner une main douce de fiancé. Sinon pour soi, du moins pour l'être faible et cher, chacun songe au pays dans cette nuit d'hiver, et, jugeant que la salle est très mal éclairée, essuie, en se cachant, une larme ignorée. Femme seule. Dans le salon bourgeois où je l'ai rencontré, ses yeux doux et craintifs, son front d'ange proscrit, m'attirèrent d'abord vers elle, et l'on m'apprit que d'un mari brutal elle était séparée. Elle venait encore chez ses anciens amis, dont la maison avait vu grandir son enfance, et qui, malgré le bruit dont le monde s'offense, aux préjugés cruels, ne s'était point soumis. Mais elle savait bien, résignée et très douce, qu'on ne la recevait qu'en petit comité, et s'attendait toujours, dans sa tranquillité, aux mots qui congédient, à l'accueil qui repousse. Donc, les soirs sans dîner ni bal au piano,
Elle venait broder près de l'âtre, en famille, et c'est là que, devant son air de jeune fille, je m'étonnais de voir son doigt inano. Stoïque, elle acceptait son étrange veuvage, sans arrière-pensée très naïvement. Pour prouver qu'elle était fidèle à son serment, sa main avait gardé le signe d'esclavage. Elle était pâle et brune. Elle avait 25 ans. Le sang venait de bleu ses mains longues et fières, et, nerveux, les longs cils de ses chastes paupières voilaient ses regards bruns de battements fréquents. Ni bijoux, ni rubans, nulle marque de joie, jamais la moindre fleur dans le bandeau châtain, et le petit col blanc, étroit et puritain, tranchait seul sur le deuil de la robe de soie. Brodant très lentement et d'un geste assoupli, ne se doutant pas que l'ombre transfigure, sa place dans la chambre était la plus obscure. Elle parlait à peine et désirait l'oubli. Mais la question banale qu'on adresse, quand elle répondait quelques mots en passant, cela faisait du mal d'entendre cet accent, brisé par la douleur et fait par la tendresse. Cette voix lente et pure, et lasse de prier, qu'interrompait jadis la forte voix d'un maître, et qu'une insulte, hélas, un bras levé peut-être, de honte et de terreur un jour firent crier, quand le petit enfant présentait à la ronde son front à nos baisers. Oh, comme lentement, mélancoliquement et douloureusement, ses lèvres s'appuyaient sur cette tête blonde. Mais aussitôt après ce trop cruel plaisir, comme elle reprenait son travail au plus vite, et sur ses traits alors quelle rougeur subite, en songeant au regret qu'on avait pu saisir. Car je m'apercevais, quoiqu'on fût bon pour elle, qu'on la plaignait d'avoir fait un si mauvais choix, que ce monde aux instincts timorés et bourgeois conservait une crainte, après tout naturelle. J'avais bien remarqué que son humble regard tremblait d'être heurté par un regard qui brille, qu'elle n'allait jamais près d'une jeune fille et ne levait les yeux que devant un vieillard. Jeune homme qui pourrait aimer la pauvre femme et qui la trouvera quelques jours sur tes pas, ne la regarde pas et ne lui parle pas, ne te fais pas aimer, car ce serait infâme. Va, je connais l'adresse et les subtilités du sophisme, aussi bien que tu peux les connaître. Je sais que son œil brûle et que sa voix pénètre, et qu'elle s'embondira dans vos cœurs révoltés. Je sais qu'elle succombe et qu'elle est sans défense, qu'elle meurtrit son sein devant le crucifix, qu'elle t'adorerait comme un dieu, comme un fils. Je sais que ta victoire est certaine d'avance. Oui, pour toi, je suis sûr qu'elle sacrifierait son unique trésor, l'honneur pur et fidèle, et que tu voudrais vivre et mourir auprès d'elle. C'est bien, mais je suis sûr aussi qu'elle en mourrait. Simple ambition. Être un modeste croque-note tenant des leçons de hasard, qui court Paris en grosses bottes, mais qui comprend Gluck et Mozart. Avoir quelque part un vieux maître, aimer ses filles et, chaque soir, brosser son vieil habit et mettre du linge pour aller les voir. Il loge loin, faire une lieue en chantonnant quelques vieux airs, l'été sous la douce nuit bleue et par les bons quartiers déserts. Aimer d'un amour très honnête, avoir peur en portant la main à certains cordons de sonnette dont on sait pourtant le chemin. Ah, monsieur Paul, mademoiselle, mon père vous attend, voyez, voici votre violoncelle, son violon et les cahiers. Demandez comment va le maître, qui survient, simple et cordial. Oh, le bon moment, la fenêtre s'ouvre sur le ciel nuptial. Les brises déjà rafraîchies entrent avec des papillons, bien vite brûlés aux bougies qui jettent de faibles rayons. Le concert commence, elle écoute, blonde, accoudée et tout en blanc, et son cœur frissonne sans doute avec l'allegretto tremblant. Puis c'est le manuet, l'andante, tout le beau poème du bruit, toute la symphonie ardente. Le temps passe, il est minuit. Sauvez-vous, c'est une heure indue pour vous qui logez tout là-bas, et cette banlieue est perdue. Vous viendriez demain, n'est-ce pas? Mais avant de partir, encore, un peu de musique
Pas trop, pendant que Julie élabore 3 humbles verres de sirop. Dans la rue, les 2 petites sont en deuil, et la plus grande, c'est la mère, conduit l'autre jusqu'au seuil qui mène à l'école primaire. Elle inspecte dans le panier les tartines de confiture et jette un coup d'œil au dernier devoir du cahier d'écriture. Puis, comme c'est un matin froid où l'eau gèle dans la rigole, et comme il faut que l'enfant soit en état d'entrer à l'école, écartant le vieux châle noir dont la petite s'emmitoufle, l'aîné alors tire un mouchoir, lui prend le nez et lui dit « Souffle ». La sœur novice. Lorsque tout douloureux regret fut mort en elle, et qu'elle eut bien perdu tout espoir décevant, résignée, elle alla chercher dans un couvent le calme qui prépare à la vie éternelle. Le chapelet battant, la jupe de flanelle, et pâle, elle venait se promener souvent, dans le jardin sans fleurs, bien abrité du vent, avec ses plants de choux et ses vignes en tonnelle. Pourtant il cueillit, un jour, dans ce jardin, une fleur exhalant un souvenir mondain qui poussait là malgré la sainte obédience. Elle la respira longtemps, puis, vers le soir, saintement, ayant mis en paix sa conscience, mourut comme s'éteint l'âme d'un encensoir. La famille du menuisier. Le marchand de cercueil vient de trousser ses manches et rabote en sifflant les pieds dans les copeaux. L'année est bonne, il n'a pas le moindre repos, et même il ne boit plus son gain tous les dimanches. Tout en jouant parmi les longues bières blanches, ses enfants, 2 blondins tout roses et dispos, quand passe un corbillard, lui tirent leur chapeau et bénissent la mort qui fait vendre des planches. La mère, supputant de combien s'accroîtra son épargne s'il vient un nouveau choléra, tricote en souriant au seuil de la boutique. Et ce groupe joyeux, dans l'or d'un soir d'été, offre un tableau de paix naïve et domestique, d'un bien-être honorable et de bonne santé. Le musée de Marine. Au Louvre, je vais voir ces délicats modèles qui montrent aux oisifs les richesses d'un port. Je connais l'armement des vaisseaux de haut bord et la voilure des avisos hirondelles. J'aime cette flottille avec ses bagatelles, le carré d'océan qui lui sert de support, ses petits canons noirs se montrant au sabord et ses mille aubans fins comme des dentelles. Je suis un loup de mer et sais apprécier le blindage de cuivre et les ancres d'acier, car tous ces riens de bois, de ficelle et de liège m'ont souvent fait trouver les dimanches bien courts, et, forçat de Paris dès longtemps pris au piège, c'est là que j'ai rêvé le voyage au long cours.
joujou d'Allemagne. L'autre soir, je voyais la petite Marie rester près de la lampe, en extase et sans voix, car elle avait tiré de son coffre de bois ses jouets d'Allemagne appelés bergerie. Les moutons étaient gros comme la métairie, qui, certes, n'aurait pu loger les villageois. Les arbres sur leurs pieds naïfs étaient tout droits, et le vieux tapis vert jouait mal la prairie. Et moi, plus que l'enfant, je me suis amusé, puisque le voyage, hélas, m'est refusé. 1 heure j'ai joui d'un mirage illusoire. L'odeur de ces joujoux, mal taillés et mal peints, m'a permis de courir tes déserts de sapins. Et j'ai connu ton ombre immense, au phare noir.